Panama, 5 tonnes de cocaïne saisies en mer. Le service national aéronaval du Panama a mis la main sur une cargaison de 5 tonnes de cocaïne à bord d'un semi-submersible. 4 Colombiens ont été arrêtés. La saisie est impressionnante. Mercredi 19 février, le service national aéronaval, SENAN, du Panama a annoncé avoir mis la main sur une cargaison d'environ 5 tonnes de cocaïne dans les eaux panaméennes. La drogue se trouvait à bord d'un semi-submersible. L'opération, qui s'est déroulée à 300 km au nord-ouest de la ville de Panama, sur la côte caraïbe de la province Bocas del Toro, a vu l'arrestation de 4 Colombiens. Selon le parquet panaméen, le semi-submersible, de fabrication artisanale, est la première embarcation de ce type et d'une telle capacité de transport de drogue détectée au Panama. Sur une des vidéos publiées par le SENAN sur l'opération, on voit une embarcation dont seule la partie supérieure émerge de l'eau. Une autre vidéo montre le semi-submersible, de couleur grise, amarré à un ponton. Le Panama, sur la route du trafic d'Amérique du Sud, notamment colombien, à destination des États-Unis, a réalisé l'année dernière un record de saisie de drogue avec un total de près de 91 tonnes, dont 77,9 tonnes de cocaïne et 12,9 tonnes de marijuana. La confiance est en péril avec le PS, Joachim Coons. Le président du CDV Joachim Coons a rappelé mercredi, à l'issue de son audience avec le roi au palais de Bruxelles, la préférence de son parti pour un gouvernement fédéral disposant d'une majorité dans chaque groupe linguistique. La confiance est en péril avec le PS, a-t-il aussi ajouté. Nous avons toujours plaidé pour la stabilité et pour un gouvernement qui dispose d'une majorité côté flamand et côté francophone. Nous, avec nos 12 sièges, nous avons essayé. C'est à d'autres maintenant de savoir ce qu'ils vont faire. C'est à quelqu'un d'autre de prendre la main, a ajouté le président des chrétiens démocrates flamands, dont était issu le chargé de mission royale Cohen Ginz. Ce dernier avait présenté sa démission vendredi dernier après que le président du PS a rappelé dans la presse sa volonté de ne pas gouverner avec la NVA. Monsieur Ginz a été très clair. Il est très déçu de ce que Monsieur Magnette et le PS ont fait. La confiance est en péril. Joachim Coons, qui a lui aussi assuré une mission d'information en duo avec Georges-Louis Boucher, MR, a également fustigé le veto du PS et d'Ecolo à l'encontre de la NVA. Ce qu'ils font est dangereux. C'est difficile de parler de cela côté francophone, mais vous devez savoir que c'est important pour nous. Le tour de consultation royale se termine mercredi après-midi avec la présidente de l'Open VLD Gwendoline Rutan. Le roi Philippe aura alors reçu en 3 jours les présidents de tous les partis susceptibles d'entrer en négociation en vue de former un gouvernement fédéral. Municipal 2020 à Paris, nouveau sondage. Une hypothèse donne Dati devant au deuxième tour. Et si le match était loin d'être plié? Les élections municipales à Paris pourraient bien voir émerger d'autres surprises, après le remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn. Le sondage Odoxa pour le Figaro et CGI donne Rachida Dati devant la maire de Paris au premier tour. Dans le détail, voici les intentions de vote: Rachida Dati, LR, 25%, Anne Hidalgo, PS, 23%, Agnès Buzyn, LREM, 17%, David Belliard, ELV, 14%, Cédric Villani, 7%, Daniel Simonet, LFI, 7%, Serge Feuderbuche, soutenu par le RN, 4%, Marcel Campion, 2%, Gaspard Gentzer, 1%. La maire sortante demeure malgré tout la grande favorite. Odoxa donne Anne Hidalgo en première position au second tour, dans une quadrangulaire et dans une triangulaire si elle est rejointe par ELV. En revanche, Rachida Dati est devant Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, dans l'hypothèse où David Belliard et Cédric Villani s'allieraient à LREM au second tour, avec respectivement 34%, 33% et 33% des voix. Attention toutefois à ce type de sondage, il y a en réalité 17 élections à Paris, une par secteur, et un troisième tour lors de la désignation du maire. Retrouvez sur cette page, sous les sondages, les dernières actes de campagne. Le graphique ci-dessous restitue les évolutions des intentions de vote au premier tour, à partir des sondages effectués sur les municipales à Paris. Procès Weinstein, le jury veut revoir un témoignage. Les jurés au procès pour viol de Harvey Weinstein à New York ont demandé mercredi au juge de pouvoir réexaminer le témoignage de Myriam Alehi, l'ancienne assistante de production qui a accusé le magnate du cinéma de l'avoir agressé sexuellement dans son appartement de Manhattan.
Myriam Alei, l'une des deux plaignantes au procès à New York, soutient que Weinstein lui a fait subir des relations sexuelles orales de force en 2006 après lui avoir confié un travail sur une émission de télévision qu'il produisait, Project Runway. Madame Alei, aujourd'hui âgée de 42 ans, a déclaré qu'elle et Weinstein avaient eu une relation sexuelle dans un hôtel 2 semaines plus tard, même si elle ne souhaitait pas être intime avec lui. Selon les avocats de Weinstein, cet épisode prouve que le puissant producteur ne l'avait pas forcé non plus lors de la première rencontre. Au deuxième jour de leur délibération, les 7 hommes et 5 femmes du jury ont également demandé à revoir tous les courriels de Harvey Weinstein liés à Madame Alei qui ont été déposés en preuve au procès. Parallèlement à l'agression présumée contre Madame Alei, le producteur déchu, âgé de 67 ans, est aussi accusé d'avoir violé une autre femme dans une chambre d'hôtel à Manhattan en 2013. L'accusé soutient que ces relations étaient parfaitement consenties. S'il est reconnu coupable, il est passible de la prison à perpétuité. Ses avocats se sont beaucoup concentrés au procès sur les courriels amicaux que certaines des femmes lui ont envoyés et sur d'autres rencontres que certaines d'entre elles ont eues avec lui après les agressions présumées. L'Associated Press ne publie jamais les noms des plaignantes dans les causes d'agression sexuelle, à moins qu'elles n'y consentent comme l'a fait Myriam Alei. Par contre, l'autre plaignante au procès de Weinstein n'a pas formellement consenti à être identifiée. Des victimes argentines de prêtres pédocriminels demandent des comptes au pape. Par au moins 2 fois, le Vatican a été alerté. Par au moins 2 fois, les alertes ont été ignorées. C'est pour recevoir des réponses à leurs questions sur ce silence que 3 victimes sourdes violées durant leur enfance dans un institut catholique d'Argentine veulent rencontrer le pape François à Rome, où elles se sont rendues ce mercredi 19 février. Il savait, mais il n'a rien fait, dénonce-t-elle. Elles ont demandé par lettre un rendez-vous public au souverain pontife argentin, mais n'ont pas encore reçu de réponse. Avant leur venue à Rome, les victimes, qui considèrent avoir été torturées par leurs agresseurs, se sont rendues à Genève, où elles ont dénoncé l'inaction du Saint-Siège auprès du Comité de l'ONU contre la torture et du Comité des droits de l'enfant. Dans le monde, il y a beaucoup de pays où ces choses continuent à se produire et où le silence règne, a déclaré à l'agence France Presse Daniel Sgardeli, 45 ans, lors de son passage à Genève. Monsieur Sgardeli est l'une des victimes de Nicola Corradi. Ce prêtre italien a été condamné le 25 novembre 2019 par un tribunal de Mendoza, ouest de l'Argentine, à 42 ans de prison pour avoir violé et agressé sexuellement 11 mineurs au sein de l'Institut Provolo, un établissement catholique gratuit pour enfants sourds d'origine modeste. Un autre prêtre a été condamné à 45 ans de prison et l'ex-jardinier de l'Institut à 18 ans d'incarcération. Les victimes des viols avaient entre 4 et 17 ans. Transfert d'un prêtre accusé d'agression sexuelle. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Nicola Corradi était arrivé en Argentine en 1984, transféré de l'Institut Provolo de Vérone, nord-ouest de l'Italie, la maison mère de l'établissement de Mendoza, après des accusations d'agression sexuelle qu'il aurait commises entre les années 1950 et les années 1980. Il avait d'abord dirigé l'Institut Provolo de La Plata, 60 km au sud de Buenos Aires. Puis à partir de 1996, celui de Mendoza, 1000 km à l'ouest de la capitale, jusqu'à son placement en détention provisoire en novembre 2016 et la fermeture de l'Institut, lorsque le scandale a éclaté. Il est également accusé d'avoir agressé des enfants à La Plata. Selon l'organisation non gouvernementale ECA, Ending Clergy Abuse, mettre fin aux abus du clergé, le père Corradi avait été signalé au Vatican en 2009 par des sourds et muets italiens de l'Institut de Vérone, victime du prêtre avant son transfert en Argentine. Puis, le 9 mai 2014, dans une vidéo diffusée à la télévision italienne sur les chaînes du groupe Mediaset, 17 victimes de prêtres pédophiles, dont des anciens de l'Institut Provolo, accusaient l'Église d'entretenir le silence. Sans réaction officielle, une lettre recommandée avait été envoyée le 20 octobre 2014 à l'évêque de Vérone, Mgr Giuseppe Zanti, avec copie au pape François et à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Notre histoire est au cœur de l'Omerta. Une des victimes italiennes, Giuseppe Concilio, affirme avoir remis cette même lettre en main propre au pontife argentin le 28 octobre 2015. François l'avait béni et lui avait demandé pardon. Mais Giuseppe n'a jamais reçu de réponse à la lettre. Et Nicola Corradi est resté en place jusqu'à son arrestation. Nous avons été violés, agressés sexuellement et torturés par des prêtres catholiques, des sœurs et du personnel laïque. Notre histoire est au cœur même de l'omerta sur ces crimes dans notre pays.
Ces crimes n'étaient un secret ni pour la hiérarchie de l'Église en Argentine, ni pour la hiérarchie du Vatican, ont dénoncé les victimes argentines dans un communiqué de l'organisation ECA. Cette affaire en Argentine est l'une des très nombreuses qui secouent l'Église dans le monde. Pendant des décennies, elle a couvert ces abus en transférant les prêtres dans d'autres pays, une pratique à laquelle François a promis de mettre fin. Je veux dire au pape que nous avons la force nécessaire pour continuer à nous battre pour obtenir justice, a dit une autre victime argentine, de 19 ans, Ezequiel Villalangue. Pour le fondateur de CA, Peter Aisley, le cas argentin n'est qu'un parmi tant d'autres. De nombreux abus commis par des prêtres restent encore à découvrir, estime-t-il. Cela va encore exploser. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, cela ne fait que commencer, a-t-il dit à l'AFP. James Wolk jouera dans le pilote du drame, Ordinary Joe. Les fans de James Wolk, ils ont de la chance car dans leur prochain projet, vous pourrez en profiter en triple exemplaire. L'acteur de Mad Men et Watchmen jouera dans le pilote de Ordinary Joe, un drame avec une histoire similaire à celle de Deux vies en un instant qui suivra son personnage dans 3 lignes de temps différentes. James Wolk. Le projet développé par NBC explorait les 3 vies parallèles de Joe Kimbrough, Wolk, après avoir pris une décision cruciale après avoir obtenu son diplôme universitaire qui affectera son avenir. La fiction vise à explorer ce que serait la vie de Joe s'il avait pris sa décision sur la base de l'amour, de la loyauté ou de la passion. Le pilote, qui vient de 20th Century Fox TV, se déplace entre les chaînes depuis de nombreuses années. Matt Reeves, directeur de The Batman, a développé le projet en 2006 pour ABC, et bien qu'à cette époque il n'ait pas progressé, à l'automne 2018, NBC l'a récupéré et a promis de produire un pilote qui sera inclus dans cette saison de pilote du chaîne. Amy Russell et Garrett Lerney, scénaristes tannés dans des séries comme Maison, Glee et Rise, ils ont été en charge de l'écriture du scénario et agiront en tant que producteurs exécutifs du pilote avec Reeves, Adam Kaysen, Rafi Krohn et Howard Klein. Beaucoup de choix. Ordinary Joe n'est qu'un des 15 projets commandés par NBC pour la saison 2020 à 2021, 11 pilotes et 2 séries. Ces 2 derniers sont des comédies, Young Rock, basées sur la jeunesse de Dwayne Johnson, et une fiction toujours sans titre avec Ted Danson dans le rôle du maire de Los Angeles créé par Tina Fey et Robert Carlack. Il faut y ajouter The Kenan Show, de Kenan Thompson, dont la première était prévue pour cette année mais fera éventuellement partie du programme de la prochaine saison de la chaîne.